Merci à tous, chers amis. Merci. Mon temps est fort limité. Si on veut avoir un peu de discussion, je vais aller au galop. Je m'en excuse. Mais ceux qui voudraient savoir davantage les arguments que j'ai développés, qui sont derrière les affirmations que je vais simplement énoncer maintenant, se trouvent dans deux ouvrages complémentaires l'un de l'autre. L'un sur le centenaire de la Révolution d'octobre, paru chez Delga, et l'autre sur la souveraineté au service des peuples, paru au CETIM. Les versions anglaises, si vous lisez l'anglais, mais aussi russe et chinoise, ont fondu les deux livres en un, et la version arabe s'appelle tout simplement « Vive la Révolution d'octobre ». Bien. Je dirais, je commencerai par ma conclusion. Ma conclusion est que sans la Révolution d'octobre, il n'y aurait probablement pas eu de révolution chinoise, du moins dans cette forme, du Vietnam, de Cuba. Il n'y aurait probablement pas eu la capacité des peuples d'Asie et d'Afrique à reconquérir leur indépendance nationale aussi facilement, relativement. Il n'y aurait pas eu ce qu'aujourd'hui on appelle les pays émergents, notamment d'Asie et en premier lieu la Chine. Autrement dit, et c'est le titre de mon premier chapitre, la Révolution d'octobre a bien inauguré la transformation du monde. Ce n'est pas un événement du passé, un événement malheureux du passé qu'il faudrait tout simplement regretter. On ne peut rien comprendre au monde d'aujourd'hui sans y replacer le rôle déterminant de la Révolution d'octobre. Ça, c'est ma conclusion. Les grandes révolutions se distinguent des autres par le fait qu'elles se projettent en avant. C'est-à-dire qu'elles imaginent une utopie qui ne viendra à réalité que demain ou après-demain. L'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité, pas de demain, mais d'après-demain et dans pas mal de temps. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler de révolution, il faudrait mieux parler de processus révolutionnaire sur le long terme, bien sûr toujours amorcé par quelques événements majeurs, mais de processus révolutionnaires. Et c'est la raison également pour laquelle les grandes révolutions connaissent tous des reculs, des thermidors, voire des restaurations. Et c'est le cas, entre autres, de la révolution russe, bien entendu. Alors, la révolution russe, mais ce qui est intéressant et important à noter d'emblée, c'est que la révolution s'amorce dans un pays de la semi-périphérie, le maillon faible, comme disait Lénine, la Russie, et qu'elle se développera par la suite, elle émigrera vers les périphéries, et exclusivement des périphéries, que ce soit au nom du socialisme, les révolutions de la Chine, du Vietnam et de Cuba, ou que ce soit au nom d'une libération nationale associée à des transformations sociales à des degrés divers, un peu plus ou moins progressistes, à des degrés divers. En Occident, rien. Et cette situation a été observée par Rosa Luxemburg dès 1918, quand elle écrit que la nouvelle Russie soviétique est encerclée et subit un encerclement dangereux, destructif, par la trahison des classes ouvrières européennes, allemandes, françaises et anglaises. Le terme trahison n'est pas de moi, il est de Rosa Luxemburg. Je crois que le danger, c'est de sous-estimer les effets profonds de l'impérialisme, non pas seulement parce qu'il parvient à acheter une couche de l'aristocratie ouvrière, mais parce qu'il parvient à transformer les mentalités, les idéologies dominantes de peuples tout entiers, de ceux qui sont
les peuples des pays de capitalisme central. C'est un point tragique, plus que tragique, pour le siècle passé et pour peut-être le siècle encore à venir, et dont il faudrait prendre conscience si l'on veut mener un combat qui permette d'en réduire les effets destructeurs. C'est un point essentiel dans les thèses que je défends dans ces deux ouvrages, mais que j'ai défendus également dans d'autres circonstances. Bon, je ne reviendrai pas sur l'encerclement et ce qui a été si bien dit et démontré par Annie. Oui, ça continue. Le combat pour la démocratie contre les horribles dictatures de toute nature est mené à l'heure actuelle par une alliance des pays démocratiques occidentaux, des États-Unis, de l'Union européenne et de ce que j'appelle les nouvelles républiques démocratiques, la République démocratique d'Arabie saoudite et la République démocratique du Qatar. C'est ça le front. C'est-à-dire Kolchak est remplacé aujourd'hui par le roi d'Arabie sans aucune crainte de le qualifier de défenseur de la démocratie. Pas grand-chose n'a changé sur ce plan. La révolution russe se trouve donc confrontée immédiatement à deux énormes défis. L'un, c'est l'encerclement, la guerre froide et les guerres chaudes permanentes. La guerre froide ne commence pas en 1947 par décision de Staline. La guerre froide commence en 1917 et continue jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que la guerre froide n'est pas faite seulement contre le socialisme, elle est faite contre tout peuple qui refuse la subordination à la dictature de l'impérialisme dominant. Même s'il n'est pas socialiste. Et le pays n'est plus socialiste. La Russie actuelle de Poutine n'est pas un pays socialiste. Et néanmoins, la guerre froide continue pour la même raison, c'est-à-dire un pays qui simplement refuse d'ouvrir ses portes au pillage. Ça, c'est une chose. L'autre défi, c'est un défi permanent. C'est un défi auquel les Chinois seront confrontés, auquel tous les peuples, même ceux qui n'ont pas fait de révolution socialiste ou ne sont pas engagés sérieusement sur une voie socialiste, mais qui entendent préserver un brin de souveraineté, je ne dirais pas nationale, mais populaire, et ne pas autoriser le capital impérialiste de venir les piller, sont soumis. Le deuxième défi, c'est le défi de la situation d'une société du capitalisme périphérique, c'est-à-dire à l'époque, pour la Russie, avec 80% de ruraux. Comment intégrer la paysannerie dans une alliance avec les classes ouvrières et les autres segments démocratiques et progressistes dans une transformation par étapes, lente et à long terme, vers le socialisme et même au-delà le communisme. Comment les intégrer dans cette transformation? C'est le même défi auquel seront confrontés, évidemment, la révolution chinoise. C'est le même défi auquel sont confrontées toutes les avancées révolutionnaires, ou pas beaucoup, des pays d'Asie et d'Afrique au cours du XXe siècle. C'est le même défi. Alors, comment ce défi a-t-il été relevé par l'Union soviétique et par la Chine, entre autres? Par l'Union soviétique, la première dimension du défi, je n'y reviens pas parce que Annie l'a expliqué à la perfection, mais c'est en relation étroite également avec la manière par laquelle la Russie soviétique, l'Union soviétique, a fait face aux défis paysans. Par la collectivisation. Vous savez qu'aujourd'hui, on dit pique-pendre de la collectivisation, que c'était une invention du dictateur Staline, c'était le totalitarisme, etc., la famine, les massacres, etc., etc. La supériorité de la grande propriété
agraire sur la petite propriété disséminée était accepté par tout le monde. Tous les communistes et les marxistes de toutes écoles, y compris les trotskistes, tous les sociodémocrates de toutes écoles, allemands, français, anglais, etc., tous les bourgeois. La seule différence, c'était est-ce que la grande propriété agraire doit être privée, point de vue bourgeois, ou public et collectif, point de vue non seulement communiste de l'époque, mais également socialiste. C'était un point commun. Staline n'a rien fait d'autre que ce que tout le monde pensait être la solution. Bon, il a fallu attendre longtemps, et notamment les agronomes français, l'école d'agronomie française, très fortement marquée après la Deuxième Guerre mondiale par le marxisme bien compris, pour comprendre que c'est une autre forme historique qui donne la réponse à ce défi et qui a donné, même dans les pays capitalistes centraux, la réponse à ce défi. Bon, je n'entre pas dans le détail, je n'ai pas le temps, mais c'est un point essentiel. C'est un point essentiel pour comprendre. Lénine a été mis là devant le fait accompli. Entre février-mars 17 et octobre 17, les paysans, les soldats paysans, se sont eux-mêmes emparés des terres. Il n'y a pas eu besoin de faire une réforme agraire. Il a suffi de proclamer, mais c'était important, que le décret sur la terre. Mais la terre les paysans s'en étaient déjà emparés et étaient devenus, c'était proclamé, petits propriétaires. C'était le point faible de la situation, qui n'a pas été dû à une erreur de Lénine, mais qui était un fait accompli au moment d'octobre. De ce fait accompli, les Chinois ont tiré la leçon. Sur ce plan, la révolution chinoise et la révolution maoïste, dès le départ, dès les années 30, s'étaient donné comme perspective, non pas du tout une réforme agraire, même super radicale, c'est-à-dire un partage intégral et égalitaire de toutes les terres, pas du tout, mais le maintien de la propriété nationale du sol et son usage par les familles aussi, d'une manière aussi égale que possible. On proclame égal, évidemment, mais rien n'est parfait. Et c'est resté le principe dans 2 pays seulement au monde, la Chine et le Vietnam. Il n'y en a pas 3 qui ont ce principe et qui, jusqu'à présent, en dépit de pressions qui pourraient évidemment modifier les choses, s'en tiennent là. Évidemment, cette solution, cette réponse à la question de l'intégration du développement de la paysannerie agricole et rurale dans la transformation générale de la société est associée à l'autre réponse, c'est-à-dire le défi de la guerre permanente menée contre eux par les puissances impérialistes. La Chine a choisi, la Russie soviétique et l'Union soviétique n'ont pas choisi la course aux armements. Elle leur a été imposée, sans la décision qu'on aime Staline ou qu'on ne l'aime pas, sans la collectivisation et l'industrialisation et l'accent porté sur l'industrie lourde et l'armement, l'armée rouge n'aurait pas battu les nazis. Or, c'est l'armée rouge toute seule qui a battu les nazis. Les Alliés ont débarqué en juin 1944 pour éviter tout simplement que l'armée rouge ne libère l'Europe jusqu'à Brest en France, pas Brest-Litovsk, et peut-être même jusqu'à Lisbonne, en passant par Madrid. Bon, il faut le savoir, cela. Et après la Deuxième Guerre mondiale, Staline a tout fait pour, avant la Deuxième Guerre mondiale, entre 1936 et 1939, pour une alliance avec les 2 pays occidentaux, la Grande-Bretagne et la France, contre l'Allemagne hitlérienne. Ce sont les puissances occidentales qui ont refusé la main tendue. Après la Deuxième Guerre mondiale, Staline a pensé, on pourrait dire presque naïvement aujourd'hui, que l'alliance avec la Grande-Bretagne et les États-Unis forgée au cours de la Deuxième Guerre mondiale pourrait durer,
C'est à cette alliance que Churchill a répondu, parce que Truman ne pouvait pas inventer quoi que ce soit, mais que Churchill a inventé pour Truman le rideau de fer et la guerre froide, et décidé de la guerre froide. À Potsdam, pas à Yalta. À Potsdam, parce que les États-Unis avaient à ce moment-là déjà la preuve de leur supériorité nucléaire. Bon, les Chinois n'ont pas été confrontés à ce même danger, précisément parce que dans l'après-deuxième guerre mondiale, il n'y avait pas du tout un système bipolaire, mais un système multipolaire, grâce au système bipolaire au plan militaire, et au plan militaire seulement. Ni politique, ni économique, ni même idéologique, avec quelques nuances à introduire, bien entendu. Et c'est dans ces conditions que la Chine a eu la possibilité de choisir de transférer la compétition du plan militaire au plan économique, avec le danger que cela représente, c'est-à-dire de rentrer dans la mondialisation capitaliste, et dans la mondialisation capitaliste dominée par l'impérialisme, des puissances impérialistes historiques traditionnelles, les États-Unis, l'Europe et le Japon, bien entendu. Avec trois nuances dans cette participation, cette compétition à la mondialisation économique. Premièrement, sans entrer dans la mondialisation financière. Les banques restent des banques d'État, le yuan reste une monnaie gérée par l'État et non pas par le marché, etc., etc. C'est un point essentiel, et c'est un point sur lequel les Occidentaux pèsent le plus, que la Chine triche, parce qu'elle n'est pas dans la mondialisation financière. Deuxièmement, par un certain contrôle de la mondialisation des mouvements de capitaux. Il n'y a pas d'autorisation aux mouvements de capitaux fluide et destiné à la spéculation. Il n'y a de mouvements de capitaux acceptés que s'ils s'investissent dans le système productif, et encore avec beaucoup de contrôle. Et à l'heure actuelle, le congrès du Parti communiste chinois, avec Xi Jinping, insiste sur ce deuxième aspect. Cela n'est pas une garantie pour l'avenir. Il n'y a pas de garantie pour l'avenir. Et les grandes révolutions sont, comme je le disais, parce qu'elles sont en avance sur leur temps, parce qu'elles posent des problèmes qui ne sont pas les problèmes auxquels sont confrontés et ont à résoudre immédiatement les peuples ou les classes populaires concernées, parce qu'elles sont très en avance, elles conduisent forcément à des thermidors et parfois à des restaurations. Je distingue les deux. Thermidor, c'est un pas en arrière, mais dans une stratégie conçue qui peut fonctionner ou qui peut échouer, conçue pour préserver l'essentiel et pouvoir, dans un deuxième temps, un deuxième souffle, aller de l'avant. Le thermidor français est bien connu, c'est la raison pour laquelle la Révolution française est d'ailleurs une grande révolution, et c'est pour la raison pour laquelle elle a connu un thermidor. Le thermidor en Union soviétique débat. Est-ce que c'est 1924, donc très tôt, avec la NEP? Est-ce que c'est, comme le disent les Chinois, 1964 avec Khrouchtchev? Est-ce que c'est même un peu plus tard avec la glaciation de Brejnev? Bon, on peut discuter. Il y a de bons arguments en faveur de ces trois datations. Et restauration, dans le cas soviétique, avec Gorbatchev et Yeltsin, que l'opinion très générale en Russie considère, à juste titre, je crois, comme des traîtres, hein, comme l'opinion normale devrait considérer Pétain comme un traître en France, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon, c'est là le point essentiel que je voulais faire. En ce qui concerne la Chine, peut-être que la NEP, peut-être que Thermidor commence le 1er octobre 1949, c'est-à-dire à la proclamation de la République. Et Mao a insisté, nous n'avons pas fait une révolution socialiste, mais une révolution populaire, antiféodale, et il ne dit pas bourgeoise, il dit populaire.
C'est-à-dire, il n'accepte pas la thèse des phases, il faut passer par la révolution bourgeoise et le développement capitaliste avant que les conditions ne soient mûres pour un développement socialiste, mais une révolution qui n'est pas socialiste, mais qui est populaire. Et d'ailleurs, le nom du pays, c'est la République populaire de Chine jusqu'à présent. Alors on pourrait dire, le Thermidor, si on avait dans l'esprit d'aller beaucoup plus loin tout de suite, commence avec la proclamation de la République populaire de Chine. On peut dire qu'il y a eu deux moments où on a tenté en Chine d'aller plus loin. C'est au moment du grand bond en avant et au moment de la révolution culturelle, qui ont été l'un et l'autre suivis par 2 et 3 Thermidors. Jusqu'à présent, il n'y a pas de restauration, et on pourrait en dire autant si on allait dans le détail concernant le Vietnam ou Cuba. Il n'y a pas eu donc restauration comme il y a eu pour l'Union soviétique. Bon, cette histoire risque de se prolonger, et elle se prolonge à l'heure actuelle, dans ce sens que nous avons à l'heure actuelle une confrontation entre des pays qui représentent ensemble 15% de la population mondiale, la triade, États-Unis, Europe et Japon, les pays impérialistes, dont malheureusement les opinions générales dominantes ne prennent pas la mesure des effets destructeurs de leur impérialisme, y compris les partis ou les organisations à vocation radicale, tout de même socialiste ou peut-être même révolutionnaire. Ce que disait Rosa Luxembourg en 1918 est vrai encore aujourd'hui, malheureusement. L'internationalisme a disparu. L'internationalisme a disparu. Si cette situation se prolonge, nous aurons très probablement, au cours du XXIe siècle, des développements analogues, mutatis mutandis bien sûr, à l'histoire du XXe siècle. C'est-à-dire des bouleversements, des révolutions, des avancées contradictoires, conflictuelles, à partir exclusivement ou presque des périphéries. Et pas grand-chose au centre. Ce serait catastrophique. Parce que, et je conclurai par là, il y a deux voies pour la transformation du monde. Je l'avais écrit il y a pas mal de temps, il y a 50 ans, sous le titre de Révolution ou décadence. C'est-à-dire où on passe d'une étape de l'histoire à une étape supérieure, je ne parle pas de mode de production seulement, mais une étape de l'histoire à une étape supérieure de la civilisation, à travers des mouvements qui développent, qui tentent d'avoir une lucidité maximale, elle se trompe toujours, un peu ou beaucoup, ça dépend, mais une lucidité maximale et par conséquent une capacité de développer une stratégie, et c'est ce qu'on appelle les révolutions. Les 3 grandes révolutions appartiennent à cette famille de transformation du monde. Ou bien, on ne l'a pas, et alors on a un processus de transformation par la force des choses, sans intervention lucide des victimes du système et qui aspirent et qui peuvent aspirer à aller vers une étape supérieure de la civilisation. C'est un processus de décadence. Et on ne parle pas de la révolution féodale en ce qui concerne le passage pour cette région du monde du régime esclavagiste de l'Empire romain à la construction progressive de la féodalité européenne. On parle de décadence. À la seule différence que la décadence romaine a coûté pas mal de pertes, non seulement matérielles, mais également humaines, en proportions qui seraient aussi sérieuses que les proportions de destruction des Premières et Deuxièmes Guerres mondiales. Mais c'est tout. À l'heure actuelle, avec les moyens de destruction de la nature, de la civilisation, de l'humanité, de tout ce qu'on veut, à la disposition
des puissances impérialistes, le danger est considérablement plus grand. La tâche et la responsabilité au nord comme au sud, et je dirais au sud comme au nord, et elle est difficile partout, mais pour des raisons différentes, de reconstituer l'internationalisme dans la pensée politique stratégique et voire même l'organisation, c'est-à-dire une nouvelle internationale, comme il y en a eu une première, une deuxième, une troisième, une nouvelle internationale est, je crois, une tâche qui devrait devenir prioritaire. Merci. À mon avis, il n'y a pas de révolution sans instrument. Je ne suis pas du tout de l'opinion de beaucoup, notamment parmi les jeunes, mais pas seulement parmi les jeunes, qui pensent que le monde se transforme par le mouvement ou les mouvements des gens, sous des formes diverses et dans des formes et avec des résultats divers. Je ne crois pas du tout. Je crois que le mouvement est contraint, ce genre de mouvement est contraint de rester dans les limites que lui impose la domination du capital et, dans le moment contemporain, la domination du capital des oligarchies financières. Est-ce que la réponse, c'est le parti? Cette réponse, elle a été donnée par Engels, oui, à la création de la Deuxième Internationale. Elle a été acceptée par tous les partis socialistes de l'époque, des pays européens, il n'y en avait guère d'autres. Elle a été reprise par Lénine en 1919 avec la création de la Troisième Internationale. Et je crois que la Quatrième Internationale n'a rien fait d'autre que d'essayer de reconstituer une Troisième Internationale sur le modèle de la Troisième Internationale. Ça a été donc une opinion dominante dans l'opinion radicale de gauche, socialiste puis communiste, de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Révolution russe et la construction de l'Union soviétique, jusqu'à la Révolution chinoise et la construction de la nouvelle Chine. Pour ma part, je pense que c'est une idée dangereuse, et c'était une idée dangereuse dès le départ. Un pays, un parti, le bon, celui qui a la ligne juste. Les autres sont des déviationnistes, peut-être même des traîtres, sans plus. Quand on compare, quand on regarde les partis de la Deuxième Internationale, on découvre qu'ils sont tous différents l'un de l'autre. L'allemand est différent du français, qui est différent de l'anglais, et qu'ils sont tous hétéroclites. L'allemand est à moitié marxiste ou marxien et moitié lassalien. Le français est une combinaison de blanquisme, de marxisme et d'anarchisme. L'anglais est dans la tradition trade unioniste et par la suite, comment elle s'appelle, je deviens vieux, la théoricienne du socialisme doux en Angleterre. Les Webb Les Webb. Oui, voilà. Et bien, la Troisième Internationale tente de créer des partis dits staliniens, dits d'acier, de ciment, de blocs, homogènes et semblables les uns aux autres. Je ne discuterai pas, il faudrait beaucoup de temps, sur les réalités et les résultats de cette vision. Je pense que nous devons aujourd'hui penser la nouvelle internationale comme Marx avait vécu la première internationale, c'est-à-dire dans un pays donné, bien entendu, pas un parti, mais des organisations, les unes se prétendant parti, les s'appelant parti, les autres organisations, syndicats et autres, mais à condition évidemment qu'elles se donnent pour perspective l'abolition du capitalisme, c'est-à-dire l'abolition de la propriété privée.
sans que cela ne devienne nécessaire de penser l'abolition immédiate de toute forme de propriété privée dans toutes les situations. Bon, on a besoin de reconstruire, et je crois qu'en France comme ailleurs, on a besoin de construire des alliances réelles, non pas des alliances électorales, hein, c'est sans grand intérêt, mais des alliances d'action, de lutte, qui permettent à des visions différentes de la transition, de la longue transition vers le socialisme et du communisme. Je ne crois pas qu'il y ait de formule toute faite. Le socialisme, c'est ceci ou cela. Le socialisme, c'est la nationalisation, l'étatisation de la propriété privée. C'est l'exigence première. C'est le premier pas. Sans ce premier pas, on ne peut aller nulle part. Mais ce n'est que le premier pas. La socialisation de la gestion de cette nouvelle propriété du peuple, elle sera ce que les peuples sauront inventer. Et il n'y a aucune formule toute faite qui puisse leur être proposée. Et cela, ça exige, je crois, une large alliance à construire. Deuxième aspect de la question, l'impérialisme collectif. Pour moi, l'impérialisme collectif est quelque chose de nouveau. Il date non pas de l'après-deuxième guerre mondiale avec l'OTAN et l'alliance et subordination des pays capitalistes européens occidentaux et dans des formes différentes, ce n'était pas l'OTAN mais le Japon, à la direction des États-Unis. Il remonte aux transformations profondes du capitalisme des monopoles contemporains dans le dernier quart du siècle passé, c'est-à-dire entre 1975 et 1990. Nous sommes passés à une nouvelle étape du capitalisme des monopoles. J'ai développé ce point dans un autre ouvrage qui est sur l'implosion du capitalisme contemporain. Et ça, c'est la base objective économique du passage des impérialismes conjugués au pluriel et en conflit permanent, y compris conflit armé, à l'impérialisme collectif de la triade sous hégémonie ou direction américaine. Je pense que cet impérialisme collectif n'est pas remis en question par les Européens, par personne, et pas par les Japonais, bien entendu, ni par les Allemands, Mme Merkel, ni par les Français, même pas par les candidats fascistes du continent européen, il y en a pas mal. Elle n'est remise en question par personne. Et je crois que c'est là un point très important, ce qui ne signifie pas que parce qu'il y a une base économique matérielle au passage des impérialismes conjugués au pluriel à l'impérialisme collectif de la triade, qu'il y ait également une bourgeoisie transnationale en voie de constitution. C'est une thèse qui est défendue par certains. Je l'ai discutée, je la discute. Je crois qu'ils ont de très bons arguments, mais je crois que les arguments contre cette évolution sont non moins évidents. Et également la fin des nations, ou des États-nations, entre guillemets, et la constitution d'un État. Bon, alors on a à l'échelle régionale l'Union européenne. À mon avis, elle est rentrée déjà dans sa phase d'implosion. Hein. Comment elle disparaîtra, je n'en sais rien. Pour le meilleur peut-être, mais pour le pire également possible, autant, et peut-être même davantage de probabilités négatives que positives, mais c'est la question qui est posée. Alors, cela veut dire, oui, que les contradictions interimpérialistes sont dans une phase descendante, parce que ceux dont ils ont une conscience claire, les Américains, les Japonais et tous les Européens, je parle des Européens, pas de leurs colonies de l'Europe de l'Est, hein, je parle des Allemands, des Français, des Anglais et de quelques autres.
c'est qu'ils ne peuvent pas gérer le conflit permanent avec les périphéries, 85% de la population du monde, avec la Chine, la puissance émergente la plus cohérente, avec la Russie qui pourrait redevenir rentrer sur la scène internationale d'une manière plus active et plus efficace, avec les mouvements désordonnés, mais les explosions permanentes dans de nombreux pays du Sud sans un front commun. Et c'est la raison pour laquelle ils ont constitué cette alliance pour la défense de la démocratie. C'est le G7, c'est-à-dire le club des pilleurs du monde, plus les nouvelles démocraties, Arabie Saoudite et Qatar. Point final. Il n'y en a pas d'autres. Hein. Vous voyez, leurs réunions, elles sont limitées à ces personnes. Voilà.